Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on continue avec la vague des tops et des flops, et cette fois-ci, je vous ai choisi 20 films qui sont sortis soit en DVD, alors ça peut être en import, soit en streaming, à Amazon, Netflix, etc., etc. Alors, on va pas blablater pendant des heures, on va commencer tout de suite à la 20e place, et j'ai choisi un Die Hard au féminin, ça s'appelle Run, Hide, Fight de Kyle Rankin avec Isabelle May, Radha Mitchell, et on est vraiment, je vous le dis, voilà, dans une sorte de pompe de Die Hard, sauf que là, y a une jeune nana qui se retrouve aux prises avec d'autres gamins qui, vous savez, ce genre de tuerie qu'il y a aux États-Unis, sauf que là, c'est version film d'action. Voilà, il y a une nana qui décide de se rebeller et elle fait sa Jane McClane. Et franchement, le film est très très sympa. Ça a pas coûté trop de pognon, mais c'est plutôt élégant. Il y a un bon suspense, les méchants sont charismatiques, il y a pas mal de tension. Moi en plus j'adore les Die Hard-like, il y en a pas souvent, en tout cas moins qu'avant, parce qu'avant c'était la grande mode. Et donc ça fait plaisir. C'est sorti en DVD, en import, sous-titré anglais seulement, mais je pense que ça va pas tarder en France. Donc voilà, petit conseil du jour, et on passe tout de suite à la 19e place. Et j'ai choisi This is the Night, réalisé par James de Monaco, qui nous a donné la saga de Purge, par exemple, avec Franck Grillo et Naomi Watts. Mais en dehors de ces deux comédiens, c'est que des jeunes, donc on les connaît pas. Et c'est très très bon, en fait, ça se passe dans les années 80, le jour de la sortie de Rocky 3. Donc il n'y a pas de réseaux sociaux, Voilà, il y a juste des rumeurs qui arrivent aux oreilles des gosses. Ils ont ultra envie de le voir, ils sont chauffés à blanc. Il y en a un qui est amoureux d'une nana, la nana, son mec, c'est un connard, et en fait, ce connard, fait croire à toute la salle, et donc à la ville, que le petit jeune a dit « Rocky, c'est une tapette ». Voilà, donc c'est presque la réplique de Tango et Cash, et donc il se retrouve avec toute la ville au cul, et tout n'a pas le droit de dire ça, c'est notre héros, etc. Donc franchement, c'est très bien reconstitué, c'est très drôle, les comédiens sont tous excellents. Et voilà, le film est disponible en DVD, c'est une excellente surprise, franchement, c'est une sorte de feel-good movie, comédie, comme ça. Si vous aimez les films un petit peu teenage, et si vous aimez Rocky, et si vous aimez les années 80, jetez-vous dessus, c'est vraiment très très bon. Et on passe à la 18e place. Et j'ai choisi Cop Shop, aka Descente au poste, de Joe Carnahan, avec Gerard Butler et Franck Grillo. Alors là, on est dans un pur film d'action, une sorte de huis clos, un petit peu à la Assaut, comme ça. En gros, on a un gangster qui a fait un mauvais coup, et il décide de se planquer dans un commissariat parce qu'il a un tueur à gages au cul. Voilà. Et je vais pas vous en dire beaucoup plus, à part que Joe Carnahan, c'est quand même un excellent réalisateur. C'est le mec qui a fait The Grey, qui est quand même un chef-d'œuvre, j'ose le dire. Après, il a fait des trucs qui sont un peu moins bons, comme l'Agence Touriste, par exemple, mais voilà, c'est quand même un très très bon faiseur. Et puis parfois il nous sort des chefs-d'œuvre comme Narc, etc. Donc là, c'est un film qui a été un petit peu charcuté apparemment, c'est pas vraiment sa version, mais en tout cas, tel quel, c'est extrêmement plaisant. Il y a énormément d'inventivité visuelle. Le scénario part dans des directions très très étranges. Alors est-ce que c'est du fait de Carnahan? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ultra surprenant. Tous les acteurs sont mortels, c'est très très badass. Je vous le recommande. Donc voilà, si vous aimez des films d'action, si vous aimez les gunfights, les explosions, si vous aimez notre GG, Butler, ah là là, moi je l'adore, jetez-vous dessus. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Pareil, j'ai fait la critique, donc vous pouvez aller la voir. Et on va passer tout de suite à la 17e place. Et j'ai choisi Meurtri de Halle Berry avec Halle Berry. On sait pas quel âge elle a et on veut pas le savoir, mais en tout cas, dans le film, on dirait qu'elle a 30 ans, c'est un truc de fou. Et en gros, c'est un film de fight, de MMA. Donc pareil, ça ressemble, on va dire, plus à Rocky Balboa. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais c'est vraiment mortel. Donc c'est une nana qui combattait avant, qui a eu, une espèce de mauvaise expérience qui fait qu'elle s'est un peu écartée de ce chemin-là. Elle a eu un enfant qu'elle délaisse, etc. Et puis, la vie la rappelle. Et en gros, on lui dit, allez, il faut que tu t'occupes de ton gosse maintenant, il faut que tu te remettes en forme, et peut-être même reprendre le combat. Et du coup, on est en plein dans un feeling Rocky, au féminin, c'est mortel, c'est très très bien filmé, tous les acteurs, actrices sont mortels, Halle Berry en premier, qui est vraiment top. Et franchement, pour une première réalisation, c'est vraiment très 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 bon.
Mention spéciale aux scènes de combat, hein, parce que moi j'en ai vu excessivement des films de MMA et compagnie, et en général on n'y croit pas forcément. Là il y a une vraie championne et tout, en plus c'est franchement ultra impressionnant, c'est crédible. Donc moi qui adore les films de combat, les films d'action, eh bien voilà, hein, je vous le recommande. C'est dispo là tout de suite sur Netflix, donc vous pouvez vous jeter dessus. Et je vais pas beaucoup plus en parler, hein. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ma critique. Et on va passer tout de suite à la 16e place. Et j'ai choisi Minamata de Andrew Davis, qui raconte l'histoire vraie du photographe de guerre Eugene Smith au Japon, avec le retour de Johnny Depp. Donc voilà, hein, il s'est fait boycott d'Hollywood, un peu blacklisté, donc il revient par la petite porte et il fait des productions plus intimes, plus indépendantes, comme au début de sa carrière, et ça lui fait le plus grand bien. Il est extrêmement crédible, le film est très très poignant, donc en gros, il y a une usine qui lâche des déchets toxiques dans un petit village au Japon. Toutes les familles sont contaminées depuis des années et des années, difformités, blablabla, je vais pas tout vous spoiler. Il y a une chape de plomb autour de ça, et lui, il y va avec son petit appareil, il essaye de découvrir la vérité. Donc c'est le genre de film qu'on a vu un nombre un peu incalculable de fois, mais c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement prenant, la photographie est magnifique, le film, bien qu'il soit pas tourné au Japon en plus, on a vraiment l'impression que ça l'est, c'est vraiment palpitant du début à la fin, c'est disponible sur Canal+, donc voilà, hein, ou en DVD en import, mais sans sous-titres malheureusement. Mais en tout cas voilà, jetez-vous dessus, c'est pour moi un des meilleurs films que j'ai vu cette année, et ça fait vraiment vraiment plaisir de retrouver Johnny Depp dans un vrai rôle. Et on passe tout de suite à la 15e place. Et j'ai choisi I Care A Lot de G. Blakeson, un réalisateur anglais, avec Rosamund Pike et Peter Dinklage. Et là, on est dans une arnaque, en gros, une arnaque aux vieux. C'est un des personnages les plus dégueulasses que j'ai vu depuis des années, hein. Franchement, en gros, aux États-Unis, il y a une sorte de système de tuteur et de tutrice pour les personnes âgées qui ne peuvent plus se prendre en main. Alors, qui décide de ça ? Et je vais pas trop spoiler, mais c'est un peu ce qui se passe, hein, du coup. Il y a une faille dans le système, elle s'engouffre dedans, et du coup, elle arnaque les pauvres petits vieux, putain, mais c'est horrible. Et malheureusement, elle tombe sur quelqu'un qu'elle aurait pas dû arnaquer, puisque elle a un lourd secret, un lourd passé, comme ça, elle appartient peut-être à une famille un petit peu étrange, elle a une identité qui correspond pas forcément, enfin voilà. Et de là, va découler un film très très intéressant, franchement assez palpitant, très très prenant, très bien réalisé, très bien joué, avec en plus, on va dire un twist final très surprenant. Donc moi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Rosamund Pike, comme d'habitude, elle est magnifique, hein, franchement, elle joue très très bien. Et jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un des meilleurs films Netflix de cette année. Allez, on passe tout de suite à la 14e place. Et j'ai choisi The Nightingale de Jennifer Kent qui raconte en 1925 l'histoire d'une jeune femme irlandaise qui poursuit un officier britannique pour se venger d'un acte terrible qu'il a commis contre sa famille. Et franchement, en dehors de ça, je ne vais rien vous spoiler d'autre, hein, parce que il faut découvrir ce missile, cette pépite. Alors c'est un film australien, et boum, putain, ça prend vraiment, mais alors vraiment aux tripes. C'est très très violent, hein. Je vais pas spoiler, mais il y a des scènes, franchement, qui sont très très dures à regarder. Pas forcément que graphiquement ça soit dégueulasse, hein, c'est pas gore, mais c'est juste voilà, ce qui se passe dedans. C'est assez difficile, donc voilà, vous êtes prévenus, hein, c'est un film très très poignant, un film qui n'est pas sorti au cinéma, un putain de scandale, hein, donc directement en DVD, en Blu-ray en France. Franchement, si vous pouvez l'acheter là, regardez la bande-annonce, hein, regardez peut-être ma critique, et allez-y, hein, franchement ça vaut le coup, c'est un des meilleurs films de l'année. Je pense que il n'est pas sorti parce que c'est beaucoup trop sombre, et que ça aurait probablement bidé, hein, j'imagine, mais ouais, c'est un très très grand film. L'actrice principale est absolument incroyable. D'ailleurs, tous les acteurs dedans sont assez exceptionnels. Le film vraiment marque et reste dans la tête des semaines et des mois après. Donc, je vous le recommande chaudement. Et on passe tout de suite à la 13e place. Et j'ai choisi le film chinois Cliff
Workers de Zhang Yimou qui fait son grand retour. Hein. Donc Zhang Yimou, c'est quand même le mec qui a fait Le Secret des Poignards Volants ou Hero par exemple avec Donnie Yen et Jet Li, un chef-d'œuvre. Et là, il revient avec un pur film d'action, d'espionnage. Purée, mais c'est vraiment excellent. Dans les années 30, le film est disponible en DVD, en Blu-ray, vous pouvez le commander tout de suite en import. Alors, il y a en fait un groupe de 4 ou 5 agents qui sont là dans la pampa, dans la neige, et ils se font trahir par quelqu'un. Et du coup, ils sont obligés de changer tous leurs plans, de comprendre qui les a trahis, etc., etc. Reconstitution incroyable, une réalisation comme d'habitude avec lui, avec Zhang Yimou, hein, c'est incroyable, avec des top shots exceptionnels, une poursuite en bagnole d'époque qui est incroyable, une tension palpable tout le temps. C'est génial, ça va hyper vite, on s'ennuie pas une seconde. J'espère très sincèrement que ça va sortir au cinéma, hein, parce que ça mérite, hein, c'est vraiment mortel. Mais bon, franchement, le Blu-ray est magnifique, donc vous pouvez y aller, faites-moi confiance. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez toujours aller voir ma critique, et on passe tout de suite à la 12e place. Et j'ai choisi Ballade meurtrière, aka Coming Home in the Dark, de James Ashcroft. C'est un film néo-zélandais, un film qui m'a mis une putain de claquousse dans la gueule. Décor naturel en plus, hein, les films néo-zélandais, hein, c'est pas souvent. Et là, en gros, on suit une famille, donc c'est un couple de profs avec leurs 2 gosses, qui vont se balader dans la pampa, et ils tombent sur 2 vagabonds trop bizarres, qui vont leur mettre une grosse pression. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Le début du film est quand même relativement traumatisant, et du coup après ça part un petit peu en survie, alors en road movie quoi, nocturne. Tous les acteurs sont complètement déments, les méchants sont ultra flippants, les décors sont magnifiques, c'est très bien réalisé. Il n'y a pas beaucoup de thunes, hein, mais franchement c'est super classe, musique, montage parfait, voilà. Vous ne serez pas déçus, je pense, et j'aimerais vraiment pour celui-là qu'on en parle dans les commentaires. Ah, j'aurais pu le mettre plus haut, là je suis peut-être en train de regretter, mais bon, c'est comme ça, et on passe tout de suite à la 11e place. Et j'ai choisi The Green Knight de David Lowery, donc une relecture fantastique de l'histoire médiévale de Sir Gawain et du Chevalier Vert, donc la légende arthurienne, avec Dev Patel et Alicia Vikander dans les rôles principaux, et c'est un film qui vient de sortir là, je crois, sur Amazon. Moi, personnellement, je considère que c'est un film de 2021. Je l'ai vu en 2021, donc je le mets dans mon top. C'est un film qui est extrêmement beau graphiquement, très intéressant, mais qui n'est pas fait pour tout le monde, parce que en fait, c'est très lent, très contemplatif. Il y a même, et je peux le comprendre, hein, des moments où on peut perdre un peu le fil. Et bref, en gros, ce que ça raconte l'histoire d'un chevalier, enfin presque un chevalier d'ailleurs, hein, qui reçoit la visite d'une créature étrange, et puis il doit se battre avec elle, et 1 an après, il doit faire la revanche. Voilà, en gros, je vous dis ça comme ça, mais je vais pas en dire plus. Il y a vraiment une atmosphère énorme, et donc on est un peu submergé comme ça d'émotions un petit peu contradictoires. C'est à la fois vraiment, mais hyper stimulant visuellement, et en même temps c'est très lent, et puis alors à la fin, la révélation finale. Alors là, tout se met en place, toutes les pièces du puzzle se reconstituent, et on se dit, ah ouais, j'ai quand même vu un putain de bon film. Donc voilà, The Green Knight, c'est vraiment mortel. Et on passe tout de suite au top 10. Et à la 10e place de ce top, j'ai choisi Rocky versus Drago de Sylvester Stallone, avec Stallone, et évidemment Dolph Lundgren dans le rôle de Drago. Je vais te briser. Et donc, ça a beaucoup fait jaser cette version, hein, voilà. On a changé complètement de montage, on a fait un début un petit peu bizarre, on a viré le robot, on a mis ça en scope alors que c'est pas en scope, on a refait l'étalonnage. Alors, l'image est magnifique, hein, mais surtout, et alors c'est pas du tout des petits morceaux de scène, on a complètement remonté jusque dans les moindres détails le film, et on se retrouve devant quelque chose de beaucoup moins manichéen qu'avant, voilà. Et moi je trouve que c'était, à juste titre, critiquable, même si on peut adorer le concept, hein, le gros russe contre la grosse Amérique avec les grandes boxes, etc. Là, on se retrouve devant quelque chose de plus subtil, et moi je vous avoue que j'ai trouvé ça assez passionnant, assez intéressant. C'est pas que ça soit forcément une meilleure version, enfin,
Moi, je trouve que c'est une meilleure version, mais je peux comprendre qu'on préfère la première. En tout cas, c'est extrêmement différent, c'est mieux monté, les combats sont mieux, c'est plus impactant, je trouve. C'est plus sombre, c'est plus mature, ça m'a galvanisé, je l'ai vu 3 fois, c'est génial, j'en veux encore. Ah là là, je me prends à rêver d'un director's cut de Rocky V, qu'est-ce que j'aimerais ça, il y en a qui traînent sur YouTube, mais dans une qualité toute pourrie, ça serait vraiment très bon. Allez, j'ai trop parlé, et on passe tout de suite à la 9e place. Et j'ai choisi No Man of God de Amber Saleh avec Elijah Wood et Luke Kirby, et ça raconte la relation compliquée qui s'est formée entre l'analyste Bill Hagmaier et le tueur en série Ted Bundy pendant les dernières années de Ted Bundy dans le couloir de la mort. Et c'est absolument incroyable ce film, un film de serial killer ultra original. Déjà, c'est quasiment que des conversations, donc ça se passe uniquement, quasiment que autour d'une table. On a une prestation. Alors le mec qui fait Ted Bundy, il est énorme. Elijah Wood, je crois que c'est son meilleur rôle depuis Le Seigneur des Anneaux, quasiment. Il est exceptionnel. La joute verbale, elle est incroyable. Tout ce que ça développe. Après, je vais essayer encore une fois de pas spoiler, mais parce qu'en fait, ils ont une forte relation qui grandit au fur et à mesure, parce que ça se passe vraiment sur énormément de temps. Et du coup, ils deviennent quasiment amis, parfois complices, d'une certaine façon. Et on se prend à avoir de l'empathie pour ce type, etc. Bon, je vous en dis pas plus, mais c'est assez glaçant. C'est mais ultra élégant au niveau de la mise en scène. J'ai trouvé pareil, petit budget. C'est produit par Elijah Wood d'ailleurs. On sent qu'il voulait faire vraiment un bon film, essayer de revenir et tout. Ce n'est sorti nulle part, hormis en DVD, en import, sous-titré anglais. Jetez-vous dessus. C'est canon, un des meilleurs films que j'ai vu cette année, vraiment, un des meilleurs films de serial killer que j'ai vu tout court. C'est palpitant, donc jetez-vous dessus, faites-moi confiance, et on passe tout de suite à la 8e place. Et j'ai choisi le film One Night in Miami, réalisé par l'actrice Regina King, un récit fictif d'une nuit incroyable où les icônes Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke et Jim Brown se réunissent dans un hôtel pour discuter. Alors il y a des rumeurs comme ça s'est vraiment passé, et là, on invente tout, donc c'est inspiré de faits réels, mais c'est complètement fictif, c'est inspiré d'une pièce de théâtre, il y a quasiment pas de décor, ça se passe dans la chambre d'hôtel, parfois il y a des petits extraits de la salle de concert, la cabine téléphonique devant, etc., mais c'est vraiment peanuts, et c'est juste de la joute verbale entre ces icônes de l'histoire noire américaine, c'est passionnant, palpitant, les acteurs sont incroyables, il y a une scène, la fameuse scène de concert dont je vais rien vous dire parce que je spoil encore une fois pas dans cette vidéo, c'est assez magique et magistral, un des films qui m'a mis une des plus grosses stars de cette année, j'ai adoré, c'est disponible sur Amazon Prime Video, d'ailleurs c'est original Amazon, c'est mortel, donc jetez-vous dessus, franchement c'est exceptionnel, personnellement, je vous le dis comme je pense, et on passe à la 7e place. Et j'ai choisi le film Judas and the Black Messiah de Shaka King, qui raconte l'histoire vraie de Fred Hampton, président du Black Panther Party en Illinois, et de sa trahison tragique par l'agent infiltré du FBI, William O'Neill. Alors c'est avec Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, et c'est colossal comme film. Déjà, la reconstitution, elle est magnifique. Les acteurs sont énormes. En plus, on est vraiment là, pour le coup, c'est l'infiltration, donc par un agent du FBI un peu particulier, dans le Black Panther Party. Et du coup, on est au plus près de tout ce qu'il pouvait y avoir à l'époque. C'est très très beau. C'est un film très très puissant. Daniel Kaluuya, comme d'habitude, il est énorme. Il fait une prestation. À un moment donné, il galvanise des foules. Vous voyez, ce genre de scène. Mais waouh, le charisme du mec, franchement, je l'adore. Et là, il prouve encore une fois que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. C'est mortel. Donc franchement, que ce film ne soit pas sorti au cinéma, c'est un putain de scandale. Et en même temps, il y a énormément de films noirs américains qui sortent pas. En plus, le Black Panther, en plus la pandémie, en plus il était disponible sur HBO Max et compagnie. Donc voilà.
C'est malheureusement uniquement en DVD et en Blu-ray, mais jetez-vous dessus, c'est absolument magnifique. Et on passe tout de suite à la 6e place. Et j'ai choisi The Trip, un film norvégien de Tommy Wirkola avec Noomi Rapace et Axel Hennie. Et alors là, c'est vraiment une bombe atomique. Alors c'est sorti en VOD en France, je crois que sur Orange, vous pouvez la voir. Peut-être sur Canal+, également. Noomi Rapace, elle est incroyable, mais franchement, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vue aussi bonne. En gros, c'est un couple. Ils vont faire un petit voyage en amoureux dans un chalet à la montagne, mais en fait, ils ont prévu tous les deux de s'auto-buter, quoi. Voilà, ils veulent se dézinguer, et ça va pas du tout se passer comme prévu, parce que en fait, il y a des gros méchants qui vont venir, qui s'évadent de prison et qui vont essayer de squatter le chalet au moment où les deux commencent à en venir aux mains. Et alors voilà, je vous donne le pitch de départ. C'est complètement con. On est dans du Tarantino, mais vraiment quoi, du Tarantino norvégien, quoi. Je sais pas comment le dire, avec une putain de musique, des situations complètement abracadabrantesques, mais qui pourtant deviennent palpables, une morale géniale. Enfin vraiment, tout est mortel, ultra gore, ultra violent, mais la vache, le film va ultra loin, franchement. Et c'est un plaisir de tous les instants. Donc voilà, j'ai fait la critique, pareil. Allez-y, jetez-vous dessus, c'est absolument énorme. The Trip, c'est mortel. Donc voilà, merci la Norvège. Et on passe tout de suite à la 5e place avec Night in Paradise, disponible sur Netflix. Un film sud-coréen réalisé par Park Eun-jung. C'est l'histoire d'un homme pourchassé par des gangsters et d'une femme qui a perdu le goût à la vie et qui vont se retrouver. Une sorte de love story peut-être, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va charcler. On est vraiment dans du pur polar coréen, voilà, à la Bittersweet Life, quoi. Tout ce qu'on aime. Une histoire assez simple, mais très puissante. 2 comédiens qui sont mortels. Une photographie sublime. On se demande, si les directeurs de photos sud-coréens, d'où ils sortent, s'ils viennent pas d'autres planètes, quoi. Et puis, des chorégraphies, des scènes d'action absolument mortelles, dantesques. C'est épatant. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que, comme c'est assez simple, sinon je vais vous gâcher le plaisir. Mais c'est disponible sur Netflix. C'est vraiment énorme, excellent, un des meilleurs films que j'ai vu de cette année, un des meilleurs films asiatiques également, et un des meilleurs films coréens, depuis très longtemps. Donc franchement, plongez, c'est vraiment délicieux, magnifique, comme d'habitude, j'ai envie de dire avec le cinéma sud-coréen. Et on passe tout de suite à la 4e place avec Don't Look Up de Adam McKay. Alors, je vais pas revenir dessus, Leonardo DiCaprio, allez voir ma critique. Je pense que de toute façon, tout le monde l'a vu. Le film est vraiment excellent, franchement. Là où c'est drôle, c'est que c'est censé être une comédie, mais en fait pas du tout. En fait, c'est un documentaire, le truc. C'est limite un film d'horreur, comme je le disais. Donc en gros, il y a une comète qui va s'écraser sur la Terre, nous tomber sur la tronche, et on a 2 scientifiques qui la découvrent, qui essayent d'alerter les autorités, et tout le monde se met des œillères. Non, mais c'est pas grave, il faut communiquer autrement, mais vous en faites pas, on va trouver des solutions. Bref, voilà. On peut y voir une allégorie sur, par exemple, le réchauffement climatique, ou un petit peu ce qu'on veut, peut-être aussi le Covid. Voilà, c'est très intéressant. C'est drôle, en même temps ça fait flipper, et en même temps c'est un petit peu déprimant et traumatisant, mais franchement, c'est une putain de pépite, des meilleurs films de l'année en streaming. Donc jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas encore vu. DiCaprio en plus fait une prestation magnifique, donc on ne va pas bouder notre plaisir, et Adam McKay prouve que c'est un réalisateur à suivre. Et attention, top 3, et en 3e position, j'ai choisi Swan Song de Benjamin Cleary avec Mahershala Ali et Naomi Harris dans les rôles principaux. Et en gros, c'est un film qui se passe dans le futur, une grosse saveur Gattaca, filmé un petit peu comme un Villeneuve, comme ça, très épuré, magnifique, franchement, formellement, j'ai trouvé ça assez bluffant. C'est dispo sur Apple TV+. Et alors là, moi, ils m'ont mis la claquouse. Donc en gros, c'est un mec qui a une dégénérescence au niveau du cerveau. Il va mourir. C'est pas un spoil, on le sait d'entrée. Et il a aucune chance de s'en sortir. Bon, sa femme est enceinte. Ils ont déjà un enfant. Ils sont très heureux.
Et donc en gros, il y a Glenn Close qui lui dit, voilà, moi je dirige une clinique, donc ça se passe dans le futur, hein, et je vous propose en gros de vous cloner, ça va être un clone de vous-même, exactement avec vos souvenirs, même le subconscient, tout pareil, sauf que lui, voilà, il aura pas de maladie et du coup, il pourra continuer à vivre avec votre famille, en gros à vous remplacer, pendant que vous, vous mourrez sur mon île, quoi. Voilà, et je ne vous en dis pas plus, c'est franchement magnifique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ma critique. Franchement, j'aurais pu le mettre en numéro 1. Hein. C'est énorme, le film. Je l'ai adoré, il m'a bouleversé. J'ai trouvé ça, exceptionnel à tous les niveaux. Ouais, je le range vraiment voilà, entre Ex Machina et Gattaca. Bon, même si c'est quand même moins bien que Gattaca, faut pas déconner. Mais c'est vraiment, mais pour un film, voilà, disponible, j'ai envie de dire, gratuitement en streaming, la vache. Ouais, vraiment, merci Apple TV. Et d'ailleurs, Apple TV, qui cette année quand même a sorti des trucs très intéressants, donc big up. Et en seconde position, j'ai choisi le film canadien de Brandon Cronenberg, Possessor, qui raconte l'histoire d'un agent qui travaille pour une organisation secrète qui utilise la technologie des implants cérébraux pour habiter le corps d'autres personnes et les pousse à commettre des assassinats. Donc voilà, c'est une sorte de Matrix comme ça, mais où on n'a pas besoin d'ordinateur. Ploup, voilà, votre conscience se met à l'intérieur de quelqu'un d'autre. En gros, voilà, lui, on lui met son esprit en veille et on prend possession de son corps. Je vous en dis pas plus. Les scènes d'assassinat, d'exécution sont complètement folles. Le film, plastiquement, il est magnifique. Ça ressemble pas à Cronenberg, je trouve. Plastiquement, c'est un peu plus esthétisant, je dirais. Mais au niveau des thématiques, par contre, voilà, on est dans le body horror pur jus. Et là où c'est très intéressant, et je l'avais dit dans ma critique, vous pouvez aller la voir, ça me fera plaisir, c'est qu'il y a une vraie réflexion, un vrai combat dans ce film, j'ai trouvé, entre le père et le fils, avec l'héritage de son paternel, de tuer le père d'une certaine façon. Bref, c'est passionnant à ce niveau-là. Et puis voilà, si on pense pas à ça et qu'on regarde juste le film, en tant que divertissement, c'est intense, c'est magnifique, c'est voilà, plastiquement une énorme claque, ultra gore, avec voilà, des scènes qui impriment la rétine, les comédiens ils sont excellents, la musique, l'atmosphère. Putain, et puis Jennifer Jason Leigh, je l'adore, ça faisait trop plaisir de la revoir. Donc pareil, c'est pas sorti au cinéma, mais putain, c'est vraiment la honte, quoi. Donc jetez-vous dessus, c'est disponible en Blu-ray, et en plus, il y a une version uncut à l'intérieur. Donc voilà, encore plus gore. Et attention à la première place. Ah, mais vous le savez déjà, si vous me connaissez, que vous suivez la chaîne, évidemment, il s'agit de la Justice League Snyder Cut. Bah oui, attends, on l'a tellement attendu, on pensait qu'on l'aurait jamais, et là, elle débarque, et non seulement, voilà, on se la prend de plein fouet, mais en plus, ça fracasse, c'est génial, le film est dément, je trouve, voilà, c'est un film d'auteur, mais un film de super-héros en même temps, c'est passionnant, parce que quand on le compare à l'autre version, on voit, quoi, que, un film, on peut vraiment en faire ce qu'on veut, le déconstruire, en faire une grosse merde, parce que c'était vraiment une merde, la première version, et voilà, et arriver à ce truc-là, finalement, les reshots, c'était juste pour la toute fin, quoi. Le film était là, quoi, le film existait, oh là là, c'est de toute beauté, on se prend ça, on se prend quasiment le meilleur film de super-héros, en tout cas à plusieurs, et puis après ils te font, ouais, Warner et DC, non mais en fait, on va effacer, on va enlever Batman, on va enlever Superman, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est débile, c'est triste, ils savent pas du tout où ils vont, ils sont complètement en roue libre, mais néanmoins, grâce à HBO Max, on aura eu ce cut, il existe, on l'a maintenant en Blu-ray 4K, et voilà, ça ils pourront pas nous l'enlever, donc merci Zach, ça fait plaisir, et sur ces bonnes paroles, eh bien ce sera, voilà, la fin de ce top VOD, DVD, Blu-ray. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous avez découvert pas mal de petites choses, parce que franchement, j'ai vu énormément de trucs, je suis allé à la pêche, et voilà, vraiment tout ce que je conseille, je pense, est intéressant dans différents styles. Voilà, il y a des films, des petits films d'action, peut-être qui sont pas exceptionnels, mais qui vont parler aux amateurs d'action. Il y a des films plus intimes qui sont très émouvants, des films politiques, des films gore, des films fantastiques. Donc voilà, j'ai essayé, voilà, de montrer un éventail, une palette complète
des meilleures choses que j'avais vues en VOD et en DVD. Donc likez si ça vous a intéressé, délikez sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour un autre top flop. Et quand est-ce que ça va s'arrêter ces top flops? C'est insupportable. Allez, à très vite.